Merci Éléonore. Je te remercie pour ton invitation, puisque effectivement le monde de la douleur est intimement lié à celui du cerveau, vous allez le voir. Et donc on va présenter chaque membre de notre équipe une petite présentation. Alors je sais que vous avez gagné des neurones hier. J'espère que vous en avez gagné beaucoup, parce qu'il va falloir bien se concentrer pour essayer d'intégrer les informations qu'on va vous donner, qui sont simples, mais qui sont destinées à expliquer effectivement comment le cerveau fonctionne. Donc moi, je suis le docteur Amodeo Jean-Marie et je m'occupe de la douleur au CHPG. Alors, il y a plusieurs questions qui viennent comme ça de manière naturelle. La douleur est-elle dans le corps ou dans le cerveau? D'ailleurs, ici, parmi vous, tout le monde a ressenti la douleur une fois dans sa vie. C'est un mécanisme physiologique normal. Il n'est pas normal de ne pas ressentir de douleur. Disons qu'on sait que certains patients, dus à des modifications génétiques, et ça se compte sur le doigt d'une main, de deux mains peut-être, dans le monde, via une anomalie des récepteurs à la naissance, ne ressentiront jamais la douleur. Et ce qui n'est pas forcément une chance en soi. Mais alors, que répondre à cette question? La douleur est-elle dans le corps ou bien dans le cerveau? Une partie de la réponse peut se donner avec les questions que posent souvent les patients, c'est-à-dire « Docteur, j'ai mal partout, mais tous les examens sont normaux », ce qui constitue dans la consultation douleur à peu près la moitié des demandes. Donc, qu'est-ce que la douleur en soi? C'est ça la question. Comment ça fonctionne? Eh bien, la douleur, et c'est très important, c'est vraiment le message que je vais vous faire passer aujourd'hui, la douleur, c'est un message, c'est un signal entre le corps et le cerveau. Donc c'est un dialogue qui se fait entre les deux. Donc la douleur, même une simple douleur de genou ou de cheville, c'est quand même le cerveau qui va dire, qui va expliquer qu'effectivement il y a un problème qui se passe. C'est le cerveau qui va construire la douleur, c'est très important. Donc vous avez un signal qui part du corps, une inflammation, un traumatisme, qui va se diriger dans la moelle épinière, qui va commencer à analyser les symptômes, et la moelle épinière va transmettre ce message tout en haut au niveau du cerveau. Et c'est le cerveau qui va construire et qui va analyser et qui va décider ou pas si le signal est nécessairement douloureux ou pas. Ça, c'est un schéma donc, simplifié. Donc, c'est bien le cerveau qui fabrique la douleur. On verra les questions à la fin, si vous êtes d'accord. Il existe deux types de douleurs, qui sont vraiment deux entités totalement différentes. Donc vous avez la douleur aiguë, que tout le monde connaît, qui est un signal d'alarme. Il protège le corps, donc c'est une douleur utile. A priori, la douleur disparaît après la guérison. Elle est plus ou moins proportionnelle à la lésion, et je dirais que le symptôme associé est souvent l'anxiété. Et puis vous avez la douleur chronique. Cette douleur chronique qui est prise en charge donc, au CHPG par notre équipe d'algologie, dans les centres antidouleurs, dans les unités antidouleurs qui doivent se développer. Et donc la douleur chronique, c'est quoi? C'est une douleur qui traîne, une douleur qui dure depuis plus de 3 mois, 3, 6 mois, parfois des années, qui perd donc sa fonction initiale, qui est une fonction protectrice. Donc la douleur, à ce stade-là, elle est inutile, elle devient une maladie en soi, c'est donc plus un symptôme, c'est un syndrome. C'est le cerveau qui s'est reprogrammé. Voilà, les fonctions du cerveau se sont modifiées. Mais alors la douleur, qu'est-ce que c'est en final? Au final, si on devrait définir la douleur, parce qu'il existe une définition, est-ce que quelqu'un la connaît, cette définition? Ce n'est pas une question piège. Et ne me dites pas c'est quand ça fait mal. Il y a une définition qui a été décidée donc, par des experts et qui vraiment rassemble toutes les composantes utiles à notre compréhension. Voilà, la douleur, c'est une expérience sensorielle et émotionnelle, désagréable, associée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle, ou décrite en ces termes. Ça, c'est la définition.
validée, internationale. Donc au-delà de ce qui est senti, la douleur correspond au ressenti et au vécu. Donc le cerveau, c'est le chef d'orchestre. Voilà. C'est le chef d'orchestre de la douleur. C'est là que la douleur est construite. Vous avez différentes phases du cerveau. Ce n'est pas utile de tout retenir, mais sachez que chaque partie du cerveau va être impliquée dans une cognition liée à la douleur. Le cortex somatosensoriel va nous dire où est-ce que ça fait mal et à quel point. Une autre partie du cerveau, donc le système limbique, va nous dire est-ce que c'est quelque chose qui m'inquiète, comment je me sens avec cette douleur. Et le cortex préfrontal, qu'est-ce que ça signifie pour ma vie? Alors, autre question fascinante, pourquoi deux personnes ne souffrent pas de la même manière? Eh bien, parce que pour une même lésion radiologique, on a une expérience totalement différente en fonction des individus. On a l'émotion, l'anxiété, la dépression, le catastrophisme amplifie le signal douloureux. On dit x3, mais peut-être parfois plus que x3. Donc ça, c'est une composante émotionnelle très importante qui varie en fonction des individus. On a le contexte et puis les attentes. Un sportif, par exemple, et un sédentaire ne vont pas vivre du tout la même chose lors d'une douleur liée à une entorse. Il y a la mémoire de la douleur. Oui, le cerveau se souvient. Et donc une ancienne douleur qui a mal été soignée ou qui a été mal vécue peut conditionner la suite. Et puis il y a bien sûr des facteurs génétiques avec la sensibilité aux opioïdes endogènes, des facteurs hormonaux, des seuils nociceptifs, c'est-à-dire des seuils de perception douloureux qui varient d'un individu à l'autre. Donc là, vous avez effectivement, c'est schématisé, hein, mais en gros, vous avez la voie de la douleur, le signal douloureux qui arrive au niveau du thalamus, qui est un petit peu le carrefour, le disque dur, entre guillemets, de la douleur, et ce thalamus va délivrer à tout le cortex l'ensemble des informations qui seront traitées, on va dire, en cercle fermé. Et donc la douleur, elle sera analysée en fonction de ses propres croyances, en fonction de ses connaissances, en fonction de sa logique, en fonction aussi du contexte psychosocial, également des anticipations des conséquences, et également d'autres signaux sensoriels. Et là, on va parler un petit peu de la douleur chronique. La douleur aiguë, elle est simple, entre guillemets, en soi. C'est quelque chose de facile, entre guillemets, à soulager, la plupart du temps. La douleur chronique, c'est vraiment quelque chose de très différent. Donc on estime à peu près à 20-25% de la population mondiale qui souffre de douleur chronique. Donc c'est vraiment beaucoup. Hein. Mais comment elle arrive, cette douleur chronique? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une lésion initiale, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc qui va entraîner une sensibilisation centrale. C'est vraiment le mot très important. Cette sensibilisation centrale, donc, dans le cerveau, va induire une neuroplasticité négative, c'est-à-dire une réorganisation de tout le cerveau, donc ce qu'on a vu juste avant. Vous voyez, tout ça va se modifier. Et la conséquence, la douleur va rester. La douleur chronique, c'est ça en fait. C'est que le système s'emballe, le seuil de perception douloureux se modifie et la douleur ne part jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est imprimée dans le cerveau en fonction de toutes les composants dont on a parlé tout à l'heure. C'est un peu comme un instrument désaccordé. Le système nerveux central hypersensibilisé, il joue faux en fait. Et il envoie de mauvaises informations. À tel point qu'une simple caresse est interprétée comme une douleur. Ça s'appelle l'allodynie. Donc arrivé à ce stade-là, comment on fait pour soigner les patients? C'est ça l'enjeu principal. Comment soigner ces patients qui souffrent de douleurs chroniques et dont le cerveau est totalement désorganisé? Eh bien, il y a des médicaments, bien sûr, des perfusions. On fait pas mal de choses ici à l'hôpital de Monaco. Nous avons donc la neurostimulation avec le TENS, la stimulation cordonale, les RTMS, on va le voir tout à l'heure, qui sont des thérapies non médicamenteuses et qui vont agir sur la neuromodulation
des nerfs. Nous avons aussi la pleine conscience et les thérapies cognitives, donc qui vont modifier en fait la relation individuelle au signal douloureux, et bien sûr l'approche biopsychosociale avec l'intégration de la dimension physique, psychologique et sociale. Ça, c'est très important. Donc la douleur, en fait, au final, ce n'est pas une faiblesse. C'est le cerveau qui parle. Mais grâce à la compréhension de la douleur, on peut déjà soulager la douleur. Les patients douloureux chroniques, ils méritent d'être écoutés. Ils sont souvent, c'est souvent pas le cas en fait. Et les sciences du cerveau ouvrent des espoirs thérapeutiques réels. Alors là, je vais vous montrer une petite diapo que j'aime beaucoup, qui n'est pas compliquée, c'est pas très compliqué. Mais il y a deux choses à voir, de très important, pour expliquer comment ça fonctionne. Il suffit de se focaliser sur la petite flèche verte. La flèche verte, c'est la voie ascendante. Donc c'est ce message qui va aller au cerveau. Donc c'est la voie facilitatrice. Mais le cerveau, il a des défenses propres à la douleur. Et donc ces défenses propres, elles vont descendre. C'est la voie descendante, c'est la petite flèche rouge. Alors quand on connaît ces deux mécanismes de stimulation et d'inhibition, tout est plus simple, puisque les traitements, les perfusions, les cachets, vont agir sur ces voies de la douleur. Et donc, le but, c'est quoi? C'est de stimuler l'inhibition, donc on stimule la flèche rouge, et d'inhiber la stimulation, la flèche verte. Je voulais partager avec vous cette imagerie fonctionnelle du cerveau, qui est vraiment très intéressante, puisque l'on voit sur la première colonne un cerveau douloureux, une douleur qu'on imprime à une personne. On voit les zones du cerveau qui s'allument, ce sont les zones rouges. Et regardez à côté, les zones qui s'allument en cas de douleur induite par hypnose. Donc la douleur n'existe pas, elle n'est pas réelle, mais vous voyez que les zones se superposent. Donc c'est quand même incroyable. Pour vous dire que voilà, tout se passe dans le cerveau. Encore une autre diapositive très simple, mais je voulais quand même que vous ayez une idée de ce qui se passe au repos. Donc c'est le network, entre guillemets, donc le réseau intracérébral, le réseau de la douleur. Voilà. Qu'est-ce qui se passe à l'état de repos, c'est-à-dire sans douleur? Vous voyez qu'il y a des tas de connexions entre différentes zones du cerveau. Donc vous imaginez bien qu'en cas de douleur chronique, tout ce réseau, il est complètement perturbé. Et donc c'est pas avec un peu de paracétamol qu'on pourra, vous imaginez bien, réparer tout ça. Alors quelles sont les questions qui reviennent souvent? Est-ce que la douleur chronique, c'est dans la tête? La question qui revient très souvent, oui, quelque part. C'est pas dans la tête, c'est plutôt dans le cerveau, exactement, si on veut être précis. C'est quelque chose de réel. Souvenez-vous les imageries IRM que vous venez de voir. Ça existe vraiment. Les antidouleurs créent-ils une dépendance? Oui, le risque existe avec les opioïdes. Nous avons 3 types de recommandations à notre niveau, donc des recommandations HAS, des recommandations ordinales et des recommandations sénatoriales qui encadrent la prescription pour limiter les risques d'abus et de mésusage. Et souvent, on entend aussi cette question, pourquoi on ne me croit pas? Parce que la douleur, c'est un symptôme invisible. C'est un problème de perception personnelle, mais aussi la perception de son entourage. Donc c'est très mal vécu, la plupart du temps, à la fois par le patient, mais aussi par son entourage proche ou moins proche. Donc, je vais transmettre. Je vous remercie pour votre attention. Et on va continuer cette fois avec, après quelques généralités, on va aller un peu plus dans le cœur du cerveau, si on peut dire ça comme ça, avec
les thérapies non médicamenteuses que nous faisons ici à l'hôpital, et notamment la réalité virtuelle. Et vous allez voir que la réalité virtuelle agit sur toutes ces connexions dont on a parlé, couplées ou pas avec des molécules qui sont naturelles. Je vous remercie. Et j'appelle Cindy. Alors bonjour à tous. Donc, je suis Cindy, infirmière ressources douleur et je travaille au sein d'une fabuleuse équipe au Centre de la douleur à Monaco. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'olfactothérapie et la réalité virtuelle avec l'impact des odeurs sur le circuit de la douleur. Plan de la présentation, je vais vous parler du système olfactif et le cerveau. En deuxième partie, le circuit de la douleur. Je vais m'attarder un peu plus longuement sur les odeurs et la modulation de la douleur. La deuxième technique associée qui est la réalité virtuelle comme outil thérapeutique. Et après, pour vous parler ce que nous faisons au sein du centre de la douleur, c'est-à-dire l'olfactothérapie associée à la réalité virtuelle avec l'application clinique et les résultats de nos recherches. Alors, pour commencer, le système olfactif et le cerveau. Donc, l'olfaction est le seul sens qui accède directement au cerveau limbique, qui est le cerveau des émotions, sans relais thalamique. Au départ, nous avons donc l'olfactothérapie, c'est l'inhalation, l'olfaction des molécules odorantes contenues dans les huiles essentielles. Donc, les muqueuses olfactives qui sont à 10 millions de récepteurs au niveau du nez, qui détectent des milliers de molécules odorantes. Suite à ça, ces molécules odorantes vont faire un codage olfactif qui va aller au niveau du bulbe olfactif, qui est le premier relais neuronal, et il va trier et traiter les informations olfactives. En triant ces informations, il va les orienter à différents endroits du cerveau, comme le cerveau limbique, vers l'amygdale et l'hippocampe, et va générer des émotions, avoir une action sur la mémoire et des réponses automatiques. Et il va finir son chemin au niveau du cortex orbitofrontal avec l'intégration consciente des odeurs et le lien avec le plaisir et l'aversion. Comme la Madeleine de Proust dans les livres. Voilà. On sait que c'est une voie directe qui va donc du nez jusqu'à l'amygdale en 100 millisecondes. Donc c'est le trajet vraiment le plus court vers les centres émotionnels. En deuxième partie, je vais vous parler du circuit de la douleur, très très simplifié. Au départ, nous avons des nocicepteurs qui sont des détections de stimuli nociceptives. Et la douleur va se propager à travers les fibres, différentes fibres, en fonction si c'est une douleur aiguë ou chronique, diffuse, pardon. L'ensemble de ce message va aller au niveau de la moelle épilière, au niveau de la corne dorsale, avec un système de gate control, c'est-à-dire d'ouverture et de fermeture des portes en fonction du contexte d'apparition des douleurs. Et la libération des neurotransmetteurs, qui sont la substance C, glutamate. L'ensemble de ces substances et de l'influx va converger au niveau du tronc cérébral par les voies ascendantes, spinothalamiques, et il va y avoir en réponse une modulation descendante sérotoninergique. Étape suivante, le thalamus, qui lui est un relais et un triage, donc il va distribuer au niveau des différents cortex, somatosensoriels et limbiques, les différentes informations et les différentes émotions générées par la douleur. Ensuite, le cortex et le limbique, lui, va avoir comme rôle la perception consciente, les dimensions émotionnelles, l'anxiété, le catastrophisme associés à certaines douleurs.
Et pour finir, la modulation avec la libération des endorphines, la réponse avec la libération des encéphalines, la sérotonine et pour nous, au centre de la douleur, la cible thérapeutique de l'olfactothérapie associée à la réalité virtuelle. Avec un petit schéma, donc nous avons au départ la perception de la douleur, avec donc la répartition de l'information qui va au niveau du réseau sensoriel. Alors juste un instant. Voilà, donc le réseau sensoriel qui permet en fait de localiser la douleur et de mesurer son intensité. En clair, c'est la question où ça fait mal et combien. Ensuite, nous avons le réseau émotionnel qui, lui, en fait, est la composante désagréable, la détresse, la peur et ce qui est associé à cette douleur. Ensuite, nous avons le réseau cognitif qui, lui, en fait, permet de focaliser notre attention sur la douleur et de l'interpréter si c'est un danger ou au contraire si c'est des douleurs, on va dire, normales. Et pour finir, le réseau de modulation qui, lui, en fait, inhibe ou amplifie la douleur et qui libère les endorphines à ce moment-là. Voilà. Ce qu'il faut retenir de ce schéma, c'est que la douleur est vraiment une expérience multidimensionnelle qui implique les différents réseaux sensoriels, émotionnels, cognitifs et la modulation des interconnexions. En troisième partie, je vais vous parler des odeurs et de la modulation de la douleur. Donc, les différentes études scientifiques réalisées sur l'étude des huiles essentielles ont montré, donc c'est un résumé, les différents mécanismes neurobiologiques des huiles essentielles sur le cerveau, à savoir l'activation du système opioïde endogène par des odeurs agréables, la modulation de l'axe hypothalamo-hypophysaire avec une diminution du cortisol, la régulation de l'amygdale avec une réduction de l'hypervigilance douloureuse et la libération de sérotonine et dopamine, à savoir l'action sur le gate control ascendant. Alors là, vous avez un schéma issu d'une étude scientifique réalisée qui montre bien l'action des différentes huiles essentielles sur les différentes voies. À savoir, donc, les huiles essentielles influent au niveau GABA par un effet calmant. Sur les 5 HT5, c'est-à-dire la sérotonine, donc c'est sur ce qui est l'humeur, et la dopamine qui est plus sur la motivation et le plaisir. Alors, pour les différentes actions, on a par exemple l'huile essentielle d'ylang-ylang qui a une action qui augmente la sécrétion de sérotonine et de dopamine, et du coup qui a un effet relaxant et antidépresseur. Ensuite, on a aussi une action sur le stress, avec les huiles essentielles d'encens et également ylang-ylang, avec une réduction du cortisol et réduction du stress. Et également, en bas du schéma, on voit aussi qu'il y a des huiles essentielles de cannelle qui ont une influence sur les facteurs inflammatoires qui sont secondaires à la réaction et qui, en agissant sur le facteur inflammatoire, on diminue également la douleur. Voilà, d'autres petits exemples. Nous avons des huiles essentielles de lavande vraie qui ont une action anxiolytique et antispasmodique et qui diminuent les douleurs post-opératoires. L'amande poivrée qui ont un vrai effet neurobiologique sur les récepteurs de la douleur, l'effet chaud-froid, les TRP, et qui ont une action analgésique locale. La bergamote, qui a une action sur le cerveau, qui agit comme antidépresseur, qui diminue l'allodynie et qui est aussi un modulateur du système limbique. Et la gaultérie, qui est associée à 90% à la salicylate de méthyle, qui est tout simplement l'aspirine. Voilà. Et qui a plus de vertus au niveau des douleurs musculaires.
Petite étude donc japonaise où ils ont fait une imagerie, un IRM fonctionnel, en faisant donc dans un premier temps fermer les yeux à la personne. Donc on voit que l'imagerie est principalement verte. Sur la deuxième image, c'est une inhalation d'huile végétale d'amande douce, donc pas plus d'activation au niveau du cerveau. Et la troisième, qui correspond à l'inhalation des huiles essentielles de lavande et qui montre bien la modification de la couleur et qui correspond à l'activation des ondes alpha au niveau du cerveau. Donc on a vraiment une imagerie qui prouve l'efficacité des huiles essentielles par olfaction et par inhalation d'huiles essentielles de manière, on va dire, rapide, sans avoir une notion de durée et de répétition dans les huiles essentielles, dans l'inhalation. Donc là où je vous ai parlé de l'olfaction, maintenant on va parler de la deuxième partie qui est la réalité virtuelle qu'on utilise comme outil thérapeutique. Alors, comment ça fonctionne ? Dans un premier temps, on a la distraction attentionnelle, c'est-à-dire qu'on va mobiliser les ressources cognitives qui sont disponibles et du coup on va diminuer le traitement nociceptif central. On va avoir une action sur le gate control visuel et cognitif, c'est-à-dire qu'il y aura une compétition sensorielle. L'environnement virtuel va saturer les voies ascendantes. Et en troisième point, on a l'immersion et la présence, c'est-à-dire le sentiment de vraie présence dans un environnement virtuel. Et du coup, ça renforce l'analgésie. Quelques petites données, donc on sait que l'utilisation de la réalité virtuelle seule a déjà moins 35% des douleurs chez le soin des brûlés, moins 28% sur tout ce qui est l'anxiété pré-procédurale, et on augmente par 2 l'efficacité combinée de la réalité virtuelle et de l'analgésie vs analgésie seule. Et puis pour préciser aussi, nous avons mené au sein du Centre de la douleur une étude qui concerne en fait la réalité virtuelle chez les patients fibromyalgiques pris en charge chez nous. Donc on a fait réaliser plus de 600 séances de réalité virtuelle. On les a évaluées avec différentes échelles comme les échelles de la douleur, du catastrophisme, des échelles d'anxiété-dépression. Et nous avons pu constater que l'ensemble de ces échelles d'évaluation ont diminué à la suite des séances de réalité virtuelle répétées. Voilà. Alors c'est un schéma qui est plein de couleurs, c'est ce qui se passe dans notre cerveau. L'action de la réalité virtuelle, donc dans un premier temps, on a une immersion sensorielle, qui est ici. Donc nous, on associe la réalité virtuelle à l'olfactothérapie, donc on augmente encore plus l'immersion sensorielle par la vision, le son, le mouvement, mais l'odorat aussi. Ensuite, on permet au réseau émotionnel en fait de pouvoir agir par la diminution de la peur, de l'anxiété et la distraction. Et du coup, ce qu'on constate, il y a une réelle action sur les voies de la douleur puisqu'elle diminue également la perception douloureuse qu'a le patient au moment de la séance. En quatrième partie, donc le réseau de modulation. Donc on sait aussi que la réalité virtuelle, par cet apaisement, permet la libération d'endorphines, de dopamine et de sérotonine, et par conséquent l'inhibition de la douleur. Et en dernier point, donc le réseau cognitif, avec justement cette attention, cette immersion qui permet justement d'avoir différents effets finaux qui sont la diminution de la douleur, la diminution de l'anxiété et du stress, l'augmentation de la relaxation et du bien-être. En clair, donc l'olfactothérapie, donc l'inhalation des huiles essentielles, on sait que ça libère de l'endorphine et il y a une vraie relaxation limbique. De l'autre côté, nous avons la réalité virtuelle qui entraîne une distraction cognitive et une action sur le gate control. Donc au jour d'aujourd'hui, on est convaincu qu'il y a un effet synergique, analgésique, réel. On a une double action sur le limbique, donc avec l'olfactothérapie et le visuel.
On sait aussi qu'on a une réduction supérieure de la perception douloureuse par l'association de ces deux techniques. On a une amélioration de l'état anxio-dépressif qui est associé au syndrome douloureux et on a une diminution des besoins en antalgie. Alors, comment ça se passe chez nous? Donc, les patients, dans un premier temps, voient le médecin et définit différentes techniques de prise en charge. À partir du moment où on décide de mettre en place cette technique, avec ma collègue Brigitte, on évalue la situation, la douleur, le passé olfactif, parce que certaines odeurs peuvent rappeler des mauvais souvenirs. Donc, c'est à nous de définir les odeurs qu'on choisit. Et bien sûr, on fait notre petite enquête de contre-indications pour certains patients, les allergies, les asthmes, l'épilepsie, les grossesses, certains troubles psychiatriques sévères, et bien évidemment, on demande le consentement du patient. Une fois qu'on a défini les huiles essentielles, qu'on a sélectionnées, donc c'est toujours des synergies, c'est-à-dire c'est jamais une seule huile essentielle pour justement pas fixer une seule odeur sur un moment qui peut être désagréable. Donc on fait toujours un mélange de 2-3 huiles essentielles justement pour avoir une odeur particulière qu'on associe, et on fait un codage, qu'on associe à un état de relaxation et une séance de masse de réalité virtuelle, en sachant que nos masques, on va vous le montrer, permet de faire de la cohérence cardiaque, un langage hypnotique qui est transmis, et dans un environnement virtuel qui permet de provoquer la distraction. Donc on a déjà ces 3 éléments, on rajoute l'olfactothérapie, on fait un marquage olfactif. Donc comment ça se passe? On voit les patients 2 fois par semaine sur 4 semaines consécutives. Et dans un premier temps, on choisit le scénario, ensuite on choisit l'odeur, et après on associe à chaque séance l'odeur à la séance de masse de réalité virtuelle. Au bout des 8 séances, on a réalisé un marquage olfactif et les patients rentrent chez eux avec un stick olfactif. Ce stick en fait permet à chaque fois que le patient sent l'odeur de se rappeler cet état de relaxation intense qu'ils ont vécu pendant les séances. Au même titre que même certains patients qui retrouvent le stick 2-3 mois plus tard se rappellent exactement les mêmes mots et les mêmes images qu'ils ont vécues pendant l'inhalation de ces huiles essentielles. C'est un vrai ancrage olfactif. Voilà. Donc une fois qu'on a réalisé ça, c'est des séances de 20 minutes. On fait les évaluations et ça nous arrive aussi de faire certaines séances de consolidation 2-3 mois plus tard en fonction de la prise en charge. Pour conclure, donc les réseaux cérébraux de la douleur et les thérapies, donc oui, c'est bien une douleur multidimensionnelle. Donc on agit au centre de la douleur sur les réseaux sensoriels en utilisant le TENS, qui est un appareil d'électrostimulation, et la médication. On agit sur le réseau cognitif par les thérapies cognitivo-comportementales et le MDR grâce à Laurence, notre psychologue, et Irena, notre psychiatre. On agit sur le réseau émotionnel, les souffrances et les émotions par l'olfactothérapie et la relaxation et la sophrologie. Donc ça, c'est le travail de Brigitte et moi-même. Et après, tout ce qui est le réseau de modulation, donc la réalité virtuelle, l'hypnose, voilà aussi qui fait partie de notre travail. Donc comment je peux dire, encore une autre conclusion, mais on sait bien aujourd'hui que l'olfaction d'huile essentielle était une vraie modulation émotionnelle. La réalité virtuelle entraîne vraiment une distraction attentionnelle puissante et donc une compétitive avec les traitements nociceptifs centrales. On sait que la combinaison olfactothérapie et réalité virtuelle offre vraiment une synergie analgésique supérieure, une pratique isolée. Et notre rôle infirmier est central dans cette thérapeutique. Voilà, soigner la douleur, c'est soigner tout l'être. L'olfaction et la réalité virtuelle nous offrent de nouveaux ponts vers le soulagement. Je vous remercie de votre attention. Et maintenant, je passe le relais à Irena. Attends, je
c'est bon. Il y est pas. Si quelqu'un veut essayer à la fin de la présentation le casque de réalité virtuelle, il sera le bienvenu. Tiens, ça c'est si tu veux faire quelque chose qui ça y est. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Bonjour à tous. Merci d'être venus aujourd'hui pour nous écouter donc parler de nos pratiques qu'on propose à des patients souffrant des douleurs chroniques. Donc Jean-Marie Amodeo vous a présenté en fait donc la population et le nombre de patients douloureux chroniques qu'on puisse accueillir dans le centre de douleurs chroniques. Et là en fait je vais vous présenter une thérapie donc non médicamenteuse qui est adressée aux douleurs chroniques mais résistantes. Donc voilà. Donc je vais vous parler de ce qu'on appelle la stimulation magnétique transcrânienne et douleurs chroniques. Et on le fait. C'est une des méthodes qu'on propose parmi d'autres. Alors, d'abord, en fait, vous avez déjà vu que la douleur est très fréquente. Donc, la douleur chronique persiste 3 mois. Moi, je vais vous plutôt parler de ce qui concerne les douleurs neuropathiques qui sont liées à une lésion de système nerveux, donc soit périphérique, soit centrale. Et elle est très, très facilement reconnaissable parce que les patients décrivent des brûlures, des décharges électriques, des fourmillements et ces sentiments que Dr Amodeo a expliqués de l'allodynie, c'est-à-dire un toucher peut provoquer la douleur. Donc, le nombre de personnes souffrant de douleurs chroniques est tellement important que, en fait, on se retrouve avec à peu près en France 3 millions de douleurs neuropathiques rebelles au traitement. On va dire, on a plusieurs lignes de traitement médicamenteux. Donc, pour parler d'une douleur rebelle, douleur chronique neuropathique rebelle, il faudrait que en fait, ces douleurs ne répondent pas au moins à 2 lignées thérapeutiques qui ont été proposées auparavant. Donc, les patients qui sont adressés vers une stimulation magnétique transcrânienne ont déjà passé par toutes ces propositions de soins que Dr Amodeo, Cindy vous ont présentées. Donc nous, on va donc vers la RTMS. Alors ici au CHPG, je vais en fait citer Dr Abreu qui a travaillé avec la machine RTMS en psychiatrie. Donc c'était une des pionnières qui a travaillé en service de psychiatrie. Et du coup, depuis peu de temps, nous avons une machine de RTMS qui est propriétaire dans le centre de douleurs chroniques, prise en charge. Donc, en fait, il s'agit d'une technique qu'on appelle neuromodulation de la douleur. Ça veut dire qu'en fait, sans toucher en fait, au niveau direct, en fait, c'est une technique non invasive. Et elle n'est pas douloureuse, on sent, mais elle n'est pas douloureuse, elle est assez sûre et très bien tolérée. Donc, efficace, vous verrez un petit peu les chiffres par la suite. Alors, comment ça se passe ? En fait, il faut se rappeler un peu de la physique. Donc, c'est les lois d'induction électromagnétique. Donc, nous avons une petite bobine. Je vais vous montrer aussi un peu tous les types de bobines qu'on peut avoir. Nous utilisons uniquement la bobine sous forme de 8, celle qui est en bas à droite. Mais toutes ces bobines existent et elles sont indiquées dans divers types de traitements de neurostimulation. Donc, en fait, grâce à cette bobine qui est posée au niveau de la surface du crâne, on propage un champ magnétique. Alors, il est très intense, mais il est de courte profondeur. Il y a peu de profondeur, il va à peu près 4 à 5 cm de profondeur. Donc, en fait, on va exciter, le champ magnétique va traverser le scalp et il va entrer au contact avec nos neurones de cortex. Voilà. Alors,
c'est ça où ça change. En fait, en psychiatrie, on pose pas la sonde au même endroit, en fait, de cerveau que ce qu'on fait en douleur. Et je vais vous dire, en douleur, on avait un paradigme qu'on a commencé, en fait, au tout départ, en fait, quand la méthode s'est avérée efficace, on a stimulé au niveau du cortex moteur primaire. Donc, vous allez voir un petit peu pourquoi. Enfin, par la suite, en fait, le fait d'appliquer un champ magnétique d'une intensité, une fréquence différente, on va provoquer des effets différents. Donc, si le champ magnétique il est de haute fréquence, on va exciter les neurones qui sont situés au niveau de la sonde. Si on fait de basse fréquence inférieure à 1 Hz, on va inhiber les neurones au niveau du cortex. Donc, ces mécanismes de excitation et inhibition, c'est ce qui se passe dans notre cerveau tous les jours. Donc, quand je vous parle, là, en fait, toute la zone Broca, elle est excitée, donc je peux communiquer avec vous. Donc, en fait, c'est de manière artificielle, modifier, donc neuromoduler le fonctionnement de nos neurones. Et alors, du coup, en fait, comment ça se passe? Le patient vient dans notre salle où il y a la machine RTMS, vous la voyez, en fait c'est un générateur de courant électrique qui change de vitesse assez rapidement, donc il crée le champ magnétique. Et donc la sonde, le patient est installé tranquillement dans le fauteuil, il est bien éveillé, donc il n'y a aucune anesthésie, il ne faut surtout pas qu'il s'endort, donc on le maintient éveillé. Et en général, le médecin est présent lors de la première séance et puis suivante à proximité. Et patient, après la séance qui dure une vingtaine de minutes, rentre à domicile, en fait tout seul, il n'y a pas de besoin de... Voilà, donc ce que je parlais. Alors, vous voyez bien qu'en fait, la bobine, elle crée ce champ magnétique. En fait, il est déjà autour de la bobine. Il varie de sens, ce qui permet, en fait, par cette loi, de traverser des tissus et du coup, en fait, induire le champ électrique. Donc, ça veut dire l'activité électrique des neurones. Et ce qui peut être excitatrice ou inhibitrice. Alors, voilà. Donc, au départ, en fait, paradigme de stimulation de cortex moteur primaire. Je ne sais pas si vous voyez la zone 4 qui est sur l'image donc à gauche. Donc était notre paradigme depuis très longtemps et depuis 2025, on se pose la question un petit peu en fait comment ça fonctionne. Donc il y a des je vais vous expliquer ça un tout petit peu plus tard. En fait, du coup, on a commencé en stimulant le cortex moteur primaire et on stimule au niveau vous voyez, le homunculus moteur qui est à droite. Donc, on stimule au niveau de la représentation de la main et du pouce. Grâce à la sonde, on va déterminer ce qu'on appelle un potentiel évoqué moteur. Donc, on va déterminer ce qu'on appelle le seuil moteur. Pour un patient, il est dépendant même de la manière dont il a dormi la veille. Notre seuil moteur change et il est fréquemment plus ou moins élevé en fonction des médicaments qu'on prend, en fonction d'absorption de psychotropes, de café, du thé, voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui est individuel pour chaque patient. Donc, ce qu'on appelle la calibration. Par la suite, une fois qu'on a déterminé le seuil moteur, nous allons stimuler en fait à 80% de ce seuil moteur. Donc, en fait, il n'y aura plus de mouvement. En fait, le patient ne sortira plus de mouvement, le bras, la main qui bouge, le pouce qui bouge, mais l'effet antalgique est en fait obtenu à 80% de seuil moteur. Donc la durée de séance, en fait, il y a un protocole qui est utilisé dans tous les centres de stimulation qui ont des appareils de RTMS. Et une séance chez nous, elle dure à peu près 20 minutes. Voilà, 20 minutes. Et du coup, il n'y a pas de douleur. Alors, comment on organise les séances? C'est-à-dire que l'effet antalgique, chez certaines personnes, peut être obtenu en une seule séance. Le souci, c'est que ça ne dure pas.
Donc, il a fallu organiser en fait, si vous voulez, la prise en charge sur plusieurs séances. Donc, on a moi j'appelle ça une cure RTMS, donc qui est séparée à 2 phases. Donc, une phase d'induction où les patients viennent tous les jours. En fait, c'est des séances rapprochées, entre 3 à 10 séances rapprochées. Donc, l'objectif, c'est de maintenir l'effet de soulagement obtenu. On évalue au bout d'une 10e séance et on décide avec le patient si l'effet antalgique est obtenu. On peut prolonger par des séances qu'on appelle phase de maintien. Et du coup, les patients reviennent soit une fois par semaine, voire une fois par mois quand l'effet antalgique est obtenu, vraiment stabilisé. Donc, alors, on a plusieurs protocoles. Moi, je vous parle de protocoles pour les douleurs neuropathiques. Et on surveille le patient, donc l'efficacité, la tolérance, et on ajuste si vous voulez, les paramètres de stimulation en fonction de ce qui, si éventuellement il y a eu des changements de traitement, changements dans son mode des problèmes dans sa vie, etc. En fait, on veille d'ajuster au mieux le nombre de séances, la stimulation et le nombre d'impulsions qu'on dérive. Alors, à qui ça s'adresse pour l'instant? Donc moi, les étoiles, c'est là où on va dire qu'on est bon. Et je vais commencer par les douleurs chroniques neuropathiques périphériques. C'est là où on est vraiment, on va dire, on a vraiment des grandes études, méta-analyses qui prouvent que c'est efficace. Donc, dans ces douleurs neuropathiques périphériques, vous connaissez sûrement des personnes qui souffrent de neuropathie diabétique, des douleurs post-ostériennes, des neuropathies alcooliques, etc. En fait, voilà, tous les types de neuropathie, ou post-chimio aussi. Alors, on a des douleurs neuropathiques centrales. On en a traité quelques patients. Il s'agit donc des lésions de système nerveux central, donc post-AVC, traumatisme crânien, lésions médulaires, etc. Et donc du coup, on a proposé à un de nos patients, en fait, on propose à diminuer en même temps, en fait, en stimulant, on commence à diminuer. Par exemple, moi, je suis actuellement en aide d'une personne à sevrage d'anxiolytiques. Donc on a réduit, il est commencé par 11 Temesta par jour, et là on est à 3 ou 4 par jour, tout en traitant des douleurs neuropathiques. Voilà, elles sont diagnostiquées par un EMG. Enfin, tout est. Donc, alors, il y a des équipes qui traitent aussi des douleurs chroniques diffuses, en fait, qui sont situées sur le spectre dans le j'appelle ça syndrome fibromyalgique. Mais disons qu'en fait, il faudrait avancer plus dans la recherche dans ce domaine, et du coup, peut-être qu'on pourra le faire avec notre nouvelle structure douleur. Et du coup, ça sera, en tout cas, c'est toujours en complément de tout ce qu'on fait pour la douleur. Ce n'est pas une méthode qui va supplémenter tout le reste des traitements antalgiques. C'est pour, voilà. Et il y a d'autres douleurs rebelles pour lesquelles, on va dire, nous actuellement, en CHPG, on ne fait pas d'assimilation. Donc, en fait, là, je vous ai donné RTMS vraiment démontré dans les douleurs périphériques. Centrales, on a quelques personnes chez qui ça diminue quand même l'intensité de douleur, ça ne supprime pas. Alors, donc, du coup, c'est une méthode vraiment efficace, mais alors, en fait, elle marche sur, à peu près une personne sur 2. Donc, et on ne sait pas sur quels critères à l'avance, on peut prédire la réponse thérapeutique. C'est ce que je vous dis là actuellement, c'est ce que je dis à des patients. Donc en fait, on peut que essayer. Alors, je vous propose davantage ça facilement parce que, si vous voulez, vous verrez les effets secondaires, ils sont vraiment, on va dire, mineurs. Donc, nous expliquons à nos patients qu'on essaye de diminuer l'intensité des douleurs ressenties, donc de minimum 30 à 50%. Si ce n'est pas le cas, on arrête
En fait, si vous voulez, là, on dit, bah là, ça n'a pas marché, etc. Donc, ceux qui continuent les phases de maintien, ce sont des personnes qui ont répondu à la phase initiale de traitement. Donc, l'effet est maintenu, du coup, pour les personnes chez qui ça marche, en séance régulière. Et il y a des centres qui ont en fait, si vous voulez, accès à des neurochirurgiens, effectivement, qui peuvent proposer les implantations, en fait, des électrodes directement. Donc, ça se fait à Marseille, à Nice, etc. Donc, l'RTMS est une méthode qui détecte les personnes qui vont répondre à en fait, à des techniques neurochirurgicales de stimulation intracorticale. Donc, c'est vraiment des méthodes invasives. Donc, en fait, on sélectionne des patients répondeurs grâce à RTMS dans d'autres centres. Donc, c'est toujours en association avec... Alors, on ne peut pas stimuler des personnes qui ont pacemaker parce qu'on va dire on peut le dérégler. Et bien sûr, les personnes qui ont, comme pour l'IRM, en fait, si vous voulez, une contre-indication, c'est-à-dire des éléments métalliques, parce qu'il s'agit de champs magnétiques. Alors, le plus grand risque, c'est de faire d'une crise d'épilepsie, parce qu'on stimule de manière focalisée un endroit de notre cerveau, donc qui est situé au niveau du cortex moteur, et du coup, c'est beaucoup plus élevé chez des personnes qui ont déjà de l'épilepsie, mais quand le traitement est bien conduit, et puis voilà, je pense qu'on peut proposer, voilà, et on a bien sûr nos injections déjà tout prêtes en cas où on déclenche une crise d'épilepsie, mais en tout cas, on évalue toujours le bénéfice et risque avant de proposer les séances RTMS pour les patients souffrant d'épilepsie. Alors, pour l'instant, on n'a pas encore eu des femmes enceintes, et enfin, normalement, en fait, on serait... et puis, éventuellement, les personnes qui ont des lésions au niveau de la tête, donc le temps que les lésions passent, mais sinon, tous les patients sont évalués avant de commencer les séances. Alors, comment ça fonctionne? C'est en fait les effets négatifs secondaires sont bénins. Souvent, c'est des céphalées ou des inconforts et la tension au niveau du scalp et la fatigue, souvent après la séance. Le risque rare, mais possible, donc c'est la crise d'épilepsie, comme je vous ai déjà dit. Voilà. Donc, alors, normalement, en fait, on stimule, je vous ai parlé de cortex moteur primaire. C'est on peut dire, ancien paradigme, et on essaye actuellement d'analyser, en fait, si vous voulez, le cortex moteur, il est tellement complexe qu'entre les zones motrices, il existe des zones intermédiaires. Et du coup, ces zones non motrices intercalées entre le cortex, enfin les zones motrices directes, c'est elles qui permettent, en fait, si vous voulez, à un soulagement de douleurs neuropathiques, chroniques neuropathiques. Donc, en fait, ces zones corticales qui sont non motrices, donc elles sont impliquées dans le système de circuits cognitifs et émotionnels. Du coup, ça rejoint en fait ce qu'on vous a montré un peu, en fait, tout ce qui est pour l'olfacto, enfin, le système de stimulation visuelle, etc. Donc ça, c'est grâce à la neuronavigation, on peut cibler, vous voyez, ces zones en violet qui sont entre, par exemple, la zone de jambes et tronc, et puis par rapport à membre supérieur, il y a une zone non motrice qu'on peut cibler parce qu'on sait où on a retrouvé le seuil moteur au niveau de la main. Donc finalement, est juste à côté et est une voilà. Donc c'est très complexe de traiter la douleur. Donc du coup, en fait, on espère obtenir aussi voilà, des financements pour la neuronavigation qui nous permettra finalement de cibler, en fait, de repérage de manière très précise les zones non motrices. Actuellement, on le fait avec détection de seuil de moteur et donc on se positionne juste à côté entre les deux et puis voilà, c'est un peu, on va dire, mais on sait l'efficacité enfin, nos patients nous font preuve, enfin, témoignage d'efficacité. Bon, en fait, les questions qui posent les patients, est-ce que ça va me faire mal? Parce qu'ils ont déjà suffisamment mal
en reste de temps. En fait, la méthode n'est pas douloureuse, c'est ça qui est très bien. Et en fait, ce qui peut être gênant, c'est le bruit répétitif de la machine. Je vais vous montrer une toute petite vidéo, donc pour que vous puissiez voir un peu comment ça se passe. Et bien sûr, en fait, pour moi, c'est une méthode tout à fait sûre. Ça veut dire que ça marche chez des patients, en fait, si on est bien diagnostiqué des douleurs neuropathiques, toute origine, voilà, périphérique surtout, en tout cas de notre expérience. Et donc, les personnes qui vont bénéficier des séances d'RTMS, ce sont celles déjà qui ont essayé d'autres méthodes antalgiques. Donc, on est vraiment réservé cela, entre guillemets, pas dernier espoir, mais c'est à la fin du parcours. Et du coup, les séances, en fait, en général, nous, on fait à peu près une dizaine de séances avant de trancher si le traitement est efficace ou pas. Donc, on se laisse le minimum 10 séances. Et il y a des risques, oui, risque d'épilepsie et si effectivement il y a des implants ferromagnétiques. Et en fait, il y a divers centres qui proposent les stimulations magnétiques transcrâniennes, soit en privé, soit en public à l'hôpital, donc y compris ici au CHPG. Voilà. Alors, je vais vous faire je vais vous faire passer une petite vidéo d'une de nos patientes. Donc j'ai commencé les séances de RTMS, il me semble que c'était fin octobre, début novembre. Alors au début des séances, je n'ai pas trop ressenti le bénéfice. Bon, j'avais un léger doute sur les bienfaits de ce protocole, mais au fur et à mesure des autres séances, j'ai vu mon état de santé nettement s'améliorer. Je ressentais nettement moins les douleurs et puis là, je commence vraiment à en avoir le bénéfice. Et vraiment, au niveau de ma vie de tous les jours, je me sens mieux parce que je ne me focalise plus sur la douleur et je suis vraiment satisfaite. Et puis, je recommande aux patients qui, comme moi, ont des pathologies de neuropathie et qui souffrent au quotidien, d'essayer ce protocole qui est le RTMS et vous allez voir, vous en serez que satisfait. Merci. Voilà. Donc, alors pardon, j'ai juste une dernière diapo. Hop. Alors voilà. Hop là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez en fait notre... Ah, ça y est, voilà. Donc voici notre petite équipe. Donc voilà, je remercie à Dr Amodeo, Dr Tran, à Brigitte, à Cindy, à Laurence, à Sébastien et Bénédicte pour toute l'aide qu'ils m'apportent en fait, dans la prise en charge des patients douloureux chroniques qui sont compliqués. Voilà. Merci pour votre attention et on est là pour les questions. Brigitte, je suis infirmière anesthésiste. Je voudrais quand même dire un petit mot aujourd'hui. J'ai passé pratiquement toute ma carrière au bloc opératoire, puisque en anesthésie, c'est essentiellement là qu'on intervient. Et depuis 2 ans, j'ai rejoint le centre de la douleur. Donc, j'étais habituée à traiter la douleur aiguë. Et là, je passe sur la douleur chronique. Et j'ai découvert à nouveau un nouveau monde. Et j'avoue que je suis tous les jours émerveillée par les ressources des patients, par le potentiel que peut avoir un patient dans la mesure où on lui laisse la place de s'exprimer, dans la mesure où on l'accueille. Et si aujourd'hui je devais dire une phrase pour conclure, c'est que nous, en tant que soignants, il faut se souvenir qu'on peut utiliser aussi les mots pour soigner leurs maux. Voilà, je vous remercie.